Et bonjour, je m'appelle Cédric et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Librement Linux. Oui, vous avez eu peur, moi aussi. Et aujourd'hui, je suis accompagné de deux excellents co-animateurs. Le premier, en plus de le retrouver dans son blog numetopia.fr, il tient la rubrique Actualité et sortie de la semaine. Salut le Tux Masqué. Bonsoir. Il est passionné de Linux, il en fait des vidéos sur sa chaîne YouTube. Steve, le code c'est 513v3. Au fait Steve, quand est-ce que tu vas lâcher vraiment Windows? Salut. Salut tout le monde, et je tiens à préciser en même temps que cet esprit vif derrière le micro qui orchestre cette expérience auditive captivante, bien plus qu'un simple animateur de podcast d'ailleurs, c'est un conteur moderne, un explorateur de thématiques, des plus variées et des plus déguis, et c'est un guide passionné vers de nouveaux horizons intellectuels. Avec sa petite voix envoûtante et son talent, il sait comment captiver son auditoire et l'emmener dans des discussions aussi fascinantes que pertinentes. Et je suis ravi de vous présenter Cédric. Merci. Belle surprise, merci bien. Et merci d'être fidèle à Librement Linux, qui est le seul podcast qui aborde les solutions libres, Linux, informatique et projets numériques au travers d'informations et de billets d'échange. Et je vous raconterai la suite après. C'était pas totalement, c'était vraiment improvisé. Merci, ça fait plaisir. Ouais, j'ai eu chaud là, j'ai eu chaud. Bon, heureusement que je te laisse parler, dis donc. Oui, t'as vu ça? J'ai eu de la chance, j'ai vraiment sauté sur la petite et hop là. Très bien. Et en plus, c'était parfait. C'était parfait. Rien à redire. Parfait. Thank you. Nous sommes le dimanche 11 février 2024. Il est 20h48 et 25 secondes. Dans ce numéro, nous allons évidemment avoir le billet de Steve, un point sur l'actualité et également un dossier sur les antivirus si on y arrive, et un petit point météo sécurité, mais très rapide, léger, vous verrez. Je pense qu'il va durer 4 heures le point sécurité. On va s'enflammer dessus. Très bien. Eh ben allez, on va pas faire du plaisir, on va enchaîner sur Steve. C'est parti. Librement Linux, le billet de la semaine de Steve. Bon, je retire mon gilet parce que j'ai quand même eu un peu chaud, je vous avoue franchement. Comment ça va mes petits loups? Enfin, je vous pose de toute façon la même question chaque semaine et je suis sûr que vous allez tous super bien. Mal. Donc, non, ça va très mal. Ouais, je m'en doutais un peu. C'est dramatique cette semaine. Oui, je m'en doutais un peu. Allez, et je vais vous en remettre une belle petite... Je vais remettre une couche supplémentaire, tiens. Je suis un de ces gamins plein d'étoiles dans les yeux lorsque je suis à la découverte de l'univers Linux, de cette infinie possibilité capable de rivaliser avec les plus grands systèmes d'exploitation, surtout lorsqu'on voit de quoi Linux est réellement capable. Alors, vous n'imaginez pas à quel point, en plus de ça, j'éprouve un plaisir infini de partager le peu de connaissances que j'ai. D'ailleurs, j'avais pris le pli de vulgariser un peu tout cela, de rendre les choses tellement plus simples, plus pour nous, les néophytes dans le domaine, un peu comme les petits puceaux que nous sommes, alors qu'on n'a pas encore viré notre cutie. Alors, pour le petit terme cutie, en fait, en belgicien, ça veut dire qu'en fait, qu'on ne nous a pas encore fait péter la rondelle. Voilà. Mais alors, il y a un truc qui m'énerve, ce sont les messieurs je sais tout. Ils viennent comme ça, plus prophètes que le prophète Raël lui-même. Vous voyez la référence? Toi, t'as regardé un documentaire. Non, je vois pas de quoi tu parles. Et je vous avoue qu'il y a toujours cette même réaction lorsque je vois des commentaires venant de ces types-là. Ça fait un peu un truc du style... Enfin, je sais pas si vous avez entendu, mais voilà. Tout ça pour vous dire que lorsqu'on parle d'informatique, en règle générale, moi j'ai toujours eu cette impression qu'on fait partie d'une espèce de basse-cour où il y a uniquement que des coqs. Alors, en plus de ça, ça voudrait dire qu'il y a une extrême quantité anormale d'hormones mâles. Et tout ça, c'est pour nous, nous les coqs. Alors, ça sert à quoi, franchement, de gonfler le torse devant les autres? Surtout qu'il n'y a pas de poule. Voilà, c'est ça. À quoi ça sert de déballer son énorme... bulbe de connaissances? En gros, en fait, c'est qui pisse le plus loin, quoi. Je vous donne un exemple pour vous expliquer un petit peu mon point de vue. Lorsque je propose une vidéo, c'est ce que j'ai fait dernièrement, je voulais proposer les distributions les plus populaires. Et merde, j'ai fait l'horrible crime de codomètre de mentionner Kali Linux ou Xubuntu. Bordel de merde, mais qu'est-ce que j'ai fait? En fait, imaginez un peu, c'est comme si c'était la reine de cœur du conte Alice au pays des merveilles qui pousse la gueulante qu'on lui coupe les couilles. J'ai cru entendre la reine de cœur. C'est pas Alice. Ils ont cet énorme besoin inextensible d'étaler leur science. Vous savez, ces mêmes gars qui se permettent de ramener leurs fraises en commentaire. On parle de ces mêmes gars qui n'ont pas réalisé une seule vidéo depuis qu'ils sont inscrits sur YouTube depuis 2016.
Voilà quoi, imaginez. Un autre exemple, j'ai réalisé ici dernièrement un petit short, donc c'est-à-dire une petite vidéo YouTube qui propose les distributions Linux les plus populaires orientées gaming. Alors bien évidemment, je parle de Pop! OS, évidemment, Garuda Linux, Manjaro, Regatta et Nobara. Et me voilà affiché car j'avais fait la monumentale erreur de mentionner Manjaro. Parce que selon lui, il y avait en fait un autre youtubeur, un seul, qui avait simplement précisé que Manjaro nique les performances de la scène du gaming après sa mise à jour. Bah ouais. Donc si il c'est est lui qui venu te l'a dit. péter les couilles pour parce que voilà, il y en a un autre qui avait dit non, c'était pas possible. Ouais, donc si c'est lui qui l'a dit, c'est que c'est forcément vrai, quoi. Ouais, voilà, quoi. Et puis, ça, c'est la partie que je vis au jour le jour, mais je me mets aussi à la place de tous ceux qui font partie d'une entreprise, d'une corporation, en tout cas d'une société informatique. Il y a ce Thomas. Et c'est un développeur avec qui, par exemple, moi j'avais à l'époque travaillé très brièvement. Techniquement, c'est un incroyable développeur. Mais humainement, c'est un incroyable connard, méprisant et carrément malveillant. À l'époque, dans l'équipe dans laquelle je travaillais, tout le monde était sympa. Vraiment, sauf une personne, évidemment. Ce seigneur, il avait réponse à tout. Il voulait, et en plus de ça, il voulait qu'on le sache. Il coupait la parole aux gens pour les corriger, toujours de façon très méprisante d'ailleurs. Pire encore, parce que si l'intervenant avait raison, Thomas trouvait quand même le moyen d'être un sacré connard à sa manière. Il commentait absolument tout avec son fameux « Oui, mais tu sais... C'est Maurice, c'est pas Thomas. Non, je fais très très bien Thomas, je peux faire aussi très très bien le connard, c'est vrai. » Bref, c'était impossible de dire un seul mot sans qu'il la ramène. C'était vraiment pour moi en tout cas le génie du mal. Ce mec, il était techniquement autant performant qu'un enculé humainement, vraiment. Alors du coup, ça soulève en fait une espèce d'interrogation par rapport à tout cela. Je prends d'ailleurs un exemple beaucoup plus accessible pour nous tous, Linus Torvalds. C'est la légende vivante de notre domaine, il a énormément fait pour nos systèmes modernes, il est connu bien évidemment pour son noyau Linux, ça on le sait tous, et il est surtout aussi un absolu dictateur. Il est connu pour le Git aussi, puisque c'est en fait un système qui est absolument qui est utilisé par 36 millions de développeurs à l'heure actuelle. Mais Linus, c'est également connu pour en fait être un impressionnant personnage toxique avec un tempérament explosif. En fait, c'est un volcan qui déborde à chaque mail qu'il envoie. Il a un manque d'empathie très célèbre dans la communauté d'open source, fréquemment d'ailleurs, et d'ailleurs c'est lui-même, Linus, qui le revendique de lui-même, c'est pas comme si je l'avais inventé. Alors, je terminerai par ceci, est-ce que je suis en train d'insinuer que comme Linus, il faut être un bel enculé pour réussir ? Oui. Parce qu'entre nous, ça veut dire que tout le monde alors peut le faire, vraiment. Ma réponse en gros, c'est que pour réussir, c'est pas vraiment obligé d'être sympa, je vous l'accorde. Faut juste essayer de pas être un sacré connard en même temps. Notez qu'en même temps, c'est pas non plus incompatible d'être un connard et un sympa en même temps. Enfin, après, moi je vous laisse choisir. J'ai un titre pour ta rubrique. C'est le comeback des CC. Le comeback des CC, ouais, c'est ça quoi. Ah ouais. Non, est-ce que, je sais pas. Je pense qu'au bout d'un moment, ils finissent par être tout seuls. Mais c'est ça le pire dans l'histoire, c'est que j'ai l'impression que ces gens-là en communauté sont incapables de vivre, c'est-à-dire dans une espèce de dynamique de groupe, tu vois. Donc ça fait d'eux vraiment, en tout cas, le connard ultime. Mais je suis sûr et certain qu'au-delà de tout ça, quand en fin de compte ils travaillent en solo ou quand en fin de compte ce sont des indépendants ou peut-être des consultants comme ça en freelance, ça peut être certainement peut-être des gens hyper performants et hyper tout, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Et donc, en fait, ils sont pas faits pour être en vie sociale, en communauté sociale. Ouais, mais là, en fait, tu parles des génies dans tout genre. Parce que c'est pas que dans l'informatique. On sait très bien que les génies, ils ont tous un côté un peu barré qui en fait des personnes pas forcément très sociables. Ouais, c'est vrai. Tu parles de moi, là ? Ah, parce que t'es un génie. Non, je dis simplement que j'étais un connard aussi, quoi. Ah, d'accord. Mais à ta manière, quoi. Ouais, c'est ça, quoi. Mais vraiment, mais je pense que mais c'est vrai que de toute façon, être un génie, ça peut casser énormément, en tout cas, de codes sociaux, et donc ça peut faire de nous, en fait, ça peut faire d'un génie, effectivement. Mais je sais pas vous, moi je me souviens quand j'étais étudiant, j'avais un prof de physique-chimie, c'était un cassos, comme on dit. C'est le mec, déjà il venait, il était en chaussons. Oh putain.
En charentaise, quoi. Il venait en charentaise, le mec. Voilà, donc le savant fou un peu barré. Bon, après, on y en a un autre aussi qui était pas mal barré dans son genre, Einstein. Ouais. Je sais pas, je l'ai pas connu. Je l'ai pas connu personnellement. Moi non plus, je l'ai pas connu, mais des vidéos, des interviews, des biographies qu'on fait de lui, c'était. Je dis pas qu'il était exécrable, je n'en sais rien, mais c'était quelqu'un qui était assez atypique. Le problème des personnages publics, c'est ils deviennent vite atypiques parce que forcément, t'as forcément des détracteurs pour démonter leur théorie, leur savoir, etc. Y en a qui vont crier au génie, d'autres qui vont crier au fou. Et la problématique, quand t'es contemporain avec eux, c'est un peu compliqué. Je prends Didier Raoult par exemple. Est-ce que c'est un connard? Est-ce que c'est un fou? Est-ce que c'est un génie? Est-ce que c'est un scientifique? Le problème, il n'y a que le temps qui le dira. Bon, il y a déjà des indices actuellement, mais voilà. Donc, forcément, quand tu as un personnage public, il y a forcément des détracteurs qui vont te tuer le personnage. Ouais. Voilà. Qui nous sauve ou pas, Trump, est-ce que il a fait du bien aux États-Unis ou pas? Économiquement parlant, oui, ça n'a pas été une catastrophe, au contraire. Par contre, au niveau relationnel, etc., non, là, c'est un connard, oui. Donc, c'est compliqué. Ouais. Mais voilà, j'aime bien lancer comme ça des sujets qui finalement nous amènent à déborder et lancer la polémique. Allez, hop. Non, mais très intéressant. Voilà, moi je pensais aussi à un mec qui est complètement atypique, Stephen Hawking. Oui. Alors lui, est-ce que c'était un connard? Là, c'est compliqué de voir des biais, là. Voilà. Mais Raël, par exemple, tu parlais de Raël. Oui, là, il a des biais des forts biais qui sont à bannir. Ouais, mais enfin, je sais pas si vous avez eu l'occasion de voir le documentaire qui est passé. Enfin, c'est comme je vous disais hors antenne, c'est un connard, c'est un vrai enculé, c'est vrai. On peut pas nier quand franchement le mec il a complètement pété une quille, quoi, parce que c'est un vrai manipulateur et un pervers narcissique. Mais bordel de merde, il a quand même ce génie d'avoir pu mener en bateau quand même pendant plus de 50 ans une communauté et franchement ouais il a bien enculé pas mal de gens, quoi. Oui, comme et le ça, président, c'est quand même du génie, quoi. Allez. On va déborder. Ouais, c'est vrai. Sauf que là c'est plus au figuré. On a bien dérapé. Merci Steve. Ouais, je t'en prie. On va passer. Je vous raconte pas ce que je vous prépare pour la semaine prochaine. Oh punaise. Le retour du comeback. Ça va chier. Merci. Allez, on passe à l'actualité. Librement Linux. À vous, Cognac. L'actualité. L'actualité est très chargée. On est donc en ce 11 février, il y a plein de choses qui vont nous empoisonner la vie, qui vont nous énerver. Donc on en a retenu quelques-uns. Ça parle pas forcément de Linux, mais ça parle de vos données. Vous savez bien qu'on aime bien protéger vos données. Et là, on va dire c'est de manière globale, et ça parle de Microsoft, un autre géant, après Microsoft, un autre géant du cloud détecte des infiltrations du Kremlin dans son système. Le TUX, c'est quoi ce bordel? Qui s'est introduit dans quel système? Donc en fait, l'entreprise, on va vous la dévoiler tout de suite, on va pas vous faire attendre une demi-heure avant la fin de l'article. En fait, c'est Hewlett Packard Enterprise qui a prévenu les autorités américaines que il y avait des tentatives d'infiltration sur son réseau. Tu peux détailler parce que les gens connaissent HP, enfin Hewlett Packard en tant que constructeur, mais là c'est HPE, donc Enterprise, et tu peux spécifier ce que c'est? Donc en fait HPE c'est la section de HP qui est dédiée au service cloud. En gros c'est un peu la même chose que Azure ou que ça va même plus loin, ils proposent des gens à intervenir dans les sociétés pour gérer leur informatique. Ça va même plus loin que le cloud. Oui, HPE, oui, je te confirme, je travaille avec eux, c'est pour ça que je me permets de dire ça. Désolé de te savonner la news, mais c'est ça. Pardon. Oui, non, mais c'est tout à fait, j'allais dire, comme Atos qui est en train de se faire
Oui, ça c'est encore autre chose. Ils sont harakiri, c'est pas pareil. Ouais. Non, mais eux aussi, ils interviennent dans les entreprises. Oui, tout à fait. Oui. Sauf qu'ils n'ont pas de cloud, Atos, c'est bien là le problème. Non, et puis bientôt, il n'y aura plus rien. Donc, oui. On aurait pu le mettre dans les news, ça aussi. Oui, on n'y a pas pensé, parce que cette semaine, c'est des news vachement réjouissantes. Réjouissantes, oui. La Banque Populaire, non, ou Société Générale, c'est ça. Moins 1000 personnes à la Défense, très bien. Donc, pour revenir aux tentatives d'infiltration du Kremlin, en fait, HPE ont signalé aux autorités américaines des tentatives d'intrusion. Il faut savoir qu'en janvier, une précédente entreprise, c'était Microsoft, comme Cédric vous le disait en introduction, qui avait été victime de ces mêmes types d'attaques où ils essayaient d'accéder à certains comptes de messagerie des hauts dirigeants de l'entreprise. Et en fait, derrière ce groupe, c'est un collectif qui est assez connu, puisqu'on a déjà parlé plusieurs fois, on en a déjà entendu parler plusieurs fois dans le passé, qui s'appelle APT29 et qui serait rattaché au service du renseignement extérieur russe. Voilà, attention. On sait que les Russes essayent d'attaquer pas mal de structures. Il n'y a pas que les hôpitaux français qui sont victimes de tout ça. Il y a aussi les grands géants du cloud et de l'internet. Alors en tant qu'utilisateur, c'est vrai qu'on peut prendre du recul en disant c'est pas moi qui me fais attaquer, donc tout va bien. Sauf que c'est des géants du web et des entreprises qui gèrent les données des entreprises, et justement s'ils gèrent les données des entreprises, derrière peut y avoir des incidences. Par exemple, comme ce qui s'est passé avec le vol des données de sécurité sociale là, avec les mutuelles, par exemple. Tout à fait. Voilà, c'est suite justement à ce genre d'attaque que les pirates ont des comptes, ont des accès sur les machines, et après ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ouais. Et tu parlais des mutuelles dans l'actualité française, on en a beaucoup parlé la semaine dernière, mais il faut savoir, ce week-end, il y en a un autre qui a été aussi victime d'un leak de données, c'est Free. Oh punaise. le fournisseur. Le fournisseur d'accès Internet, oui. Et mobile. Et mobile. D'accord. Donc, a priori, pareil, alors il n'y a pas de données bancaires. Oui, mais toutes les coordonnées mais par contre, personnelles, quoi. Nom, prénom, adresse mail, et puis je sais plus trop quoi, d'autres qui ont été volés. Mais donc, attention. Les phishing, là, les phishing. Aux mails et aux SMS que vous allez recevoir dans les prochains jours, prochaines semaines, prochains mois, prochaines années. Ça va donner. Oh punaise. Mais bon, on va vous en parler un peu plus tard, il y a une solution. Oui, c'est de couper Internet. Ouais. Bon. Ok. Microsoft est autorisé par la CNIL à héberger les données de santé de l'assurance maladie. C'est une blague? Non, c'est pas une blague, mais d'ailleurs, la CNIL, on va se la faire cette semaine. Ah oui, c'est vrai, il y a deux news. C'est vrai, il y a deux news. Ouais. Donc, truc incompréhensible. Je sais pas si vous vous souvenez, au moment du Covid, il se posait déjà la question d'où est-ce que il fallait héberger toutes les données récoltées par les différentes applis et tout ça. Et dans le carnet de santé. Le gouvernement à l'époque n'avait rien trouvé mieux que de vouloir héberger ces données chez Azure, donc Microsoft, pour tout ça. Et puis après on s'est dit il y a quand même peut-être des licornes nationales qui pourraient faire l'affaire. Non, visiblement non. On n'arrive pas à trouver en France ou en Europe des gens qui sachent faire du cloud, sécuriser des données et tout ça. Donc on est obligé de s'adresser à Microsoft. Moi, je trouve ça assez affligeant en fait. Complètement, c'est complètement affligeant, et en effet, ça envoie un message fort en disant en France, on est des incompétents au niveau informatique. Au revoir Atos. Atos qui arrive à gérer nos réacteurs, mais pas les données personnelles, a priori, de santé. L'autre problématique, c'est que Microsoft, pour se défendre, et les naïfs vont les croire en disant non, mais vous inquiétez pas, on a des serveurs dans l'Hexagone, donc on hébergera vos données dans l'Hexagone. Sauf que, je vous rappelle, c'est géré par une société américaine, et que le droit américain les oblige à
expatrier les données si le gouvernement américain leur en donne l'obligation. Tout à fait. Voilà. Voilà, donc vos données sont sur le sol français, mais ne vous inquiétez pas, le gouvernement américain saura quoi en faire s'ils doivent les récupérer. S'ils veulent y accéder, ils n'ont pas de problème. C'est ça. Et donc, pour continuer dans les mauvaises nouvelles de la CNIL, en fait, il y a un internaute qui s'appelle Harris qui est connu sur X, précédemment Twitter, appelé Twitter, pour son combat contre en faveur du respect du RGPD, où en fait il s'amuse à placarder les sites assez gros, hein, c'est des petits sites personnels, il y en a un peu rien à faire, quand ils respectent pas la CNIL, et déposer des plaintes auprès de la CNIL. Et en fait, il y en a un gros cette fois pour lequel il a déposé plusieurs plaintes, c'est Bouygues Télécom. Ah merde. Et donc il a commencé à adresser des requêtes à la CNIL pour les informer du non-respect de la RGPD en octobre 2020. Mais bon, suite à ça, toujours pas de réponse. En décembre 2022, il reprend contact avec la CNIL pour leur informer du non-respect du RGPD. A priori, pas eu de réponse non plus. Et encore un an après, il reprend. Et qu'est-ce que fout la CNIL ? A priori, pas grand-chose. Hein, parce que Bouygues ne respecte toujours pas le RGPD. Alors, vous dire exactement sur quoi il respecte pas le RGPD, j'ai pas été creusé pour savoir ce qu'il lui reprochait. Mais en tout cas, ce qui m'a un peu choqué, c'est que la CNIL, ils mettent en avant ils ont des pages et tout ça pour qu'on puisse signaler n'importe quel citoyen, les sites qui respecteraient pas les RGPD, les entreprises qui respecteraient pas. Mais visiblement, déposer des requêtes sur cette plateforme-là, ça ne sert pas à grand-chose. Ah oui, mais ça me disait quelque chose. Oui, Iris, oui, mais je me souviens très bien. Oui, il est assez pointilleux là-dessus. Oui, je me souviens quand j'étais sur Twitter. Oui, en effet, il y a. Alors, la CNIL de mémoire se prévaloir. Putain, j'arrive plus à parler ce soir. En disant que ils mettent du temps. En fait, la procédure est assez lente. Mais elle est même 3 ans. Elle est même trop lente. Même pas 3 ans, 5 ans. Parce qu'en fait, ça remonte à 2019. Je reprends le truc. La première fois, la première plainte date de 2019. Je me suis trompé tout à l'heure en disant 2020. Donc 5 ans, ouais. Et en fait, en 2023, là, donc la dernière plainte, c'est que contre Bouygues Télécom, en fait, le fameux Aéris remontait le fait qu'il avait été prospecté par Bouygues Télécom pour leur proposer des abonnements, etc., alors qu'il n'a aucun lien avec eux, il n'a jamais eu d'abonnement chez eux, qu'il ne s'est jamais inscrit à une newsletter, quoi que ce soit chez eux, et en plus de ça, ils envoient des mails avec des pixels de tracking, alors que il n'a pas consenti à ce que on le suive, quoi. Voilà. Mais les emails de tracking, c'est pas les seuls à le faire. Hein. Il y en a un peu partout. Ouais. Donc, alors, ce qui reproche à Bouygues Télécom, en effet, il demandait simplement l'application du droit à l'oubli, donc effacement de ses données personnelles. Et bizarrement, quelques temps plus tard, il reçoit encore des mails de Bouygues Télécom. Donc, c'est ça qu'il demandait, c'est cette application-là. Et ce qui reproche spécifiquement à la CNIL, c'est que la CNIL, en effet, a réagi. Alors, excusez-moi pour la fausse info de tout à l'heure. La CNIL a bien réagi. Elle a fait un rappel à la loi qui a été envoyé à Bouygues Télécom et EuroCRM, parce qu'ils s'attaquaient également à EuroCRM. Sauf que le contenu, et il y avait quoi ? Il y avait aussi une mise en demeure, et que le contenu de cette mise en demeure n'avait pas été publié. Voilà. Et donc il demandait à ce que tout soit transparent. Donc voilà pourquoi il se rebiffe un peu contre la CNIL également. Les pixels, les pixels dans les mails, c'est fantastique. Alors, moi j'ai une solution contre les pixels sur les mails. Ouais. N'affichez pas les images dans vos mails. Tu mets du blanc dessus, c'est ça Non, en fait, vous allez dans les paramètres de votre
client mail, mais ça marche aussi pour les webmails, où vous dites, par défaut, ne pas afficher le contenu distant. Ou passer en mode texte. Passer en mode texte, ça aussi. Mais ça fait des mails dégueulasses après. Mais sinon, vous n'affichez pas le contenu distant. Et voilà. Alors, c'est un avantage de ne pas afficher le contenu distant. Ouais, parce que moi, je recevais des mails d'annonces d'une grande enseigne commerciale française pour m'informer des promotions qu'ils avaient. Une grande marque, non, parce qu'après il faut citer les autres. Ah, Leclerc, Intermarché, Auchan. Voilà. Et bon, j'en recevais. Attends, je sais, Casino. Ouais, ça n'existe plus maintenant. Ah non, pardon, ça existe encore un peu, c'est bientôt fini. Et donc, au bout de quelques mois, ils en ont eu marre de m'envoyer des mails. Oh non. Bah si, parce que en fait pour eux je lisais pas les mails, donc ça servait à rien d'envoyer des mails à une adresse qui répondait pas. C'est très surprenant qu'ils fassent ça. C'est très surprenant qu'ils regardent ça, hein. Franchement. Ouais. Je suis sceptique. Bah en tout cas, depuis j'en ai reçu pendant 6 mois, et depuis 6 mois j'en reçois plus. D'accord. Et j'ai jamais essayé de me désinscrire quoi que ce soit. T'inquiète, ils ont écouté le podcast. Ils vont réactiver ton abonnement. Ouais. Non, mais c'est vrai que oui, il faut pas afficher je faisais l'idiot tout à l'heure, mais alors moi, à un moment, j'étais allé loin. En effet, j'avais essayé d'afficher que les mails en mode texte, mais là, c'est vrai que c'était vraiment trop dégueulasse. Je pleurais, je saignais des yeux. Mais en effet, les images, par contre, par défaut, je crois que Thunderbird ne bloque l'affichage du contenu des messages, des images. Ouais, par défaut, ouais. Mais ce que je voulais dire, c'est que, par exemple, Gmail, si vous le consultez dans l'interface web, vous pouvez aussi désactiver. Ah oui, par contre, là, c'est pas désactivé Gmail par défaut, donc il faut faire la démarche. C'est ça, il faut y aller, c'est dans les paramètres. Vous avez un paramètre, afficher les contenus distants. Alors, par défaut, je crois que c'est coché. Vous le décochez et plus de pixels cachés pour savoir si vous avez bien lu le mail. D'accord. Mais cette technique-là aussi est aussi utilisée par des sociétés pour savoir si vous avez bien ouvert le mail. Oui, si déjà l'adresse mail a bien fonctionné jusqu'au bout et si vous avez ouvert le mail, oui, en effet. Dites-nous, vous, dans le salon Matrix sur Librement Linux Podcast, si vous pouvez configurer cette option dans votre webmail, quel webmail vous utilisez, parce que j'imagine que vous n'utilisez pas tous Gmail ou Thunderbird. Donc dites-nous, voilà, dans le salon Matrix, comment vous bloquez l'affichage des messages, si vous étiez au courant, et si vous avez trouvé cette option à activer ou pas. Ok. Puis sur les téléphones portables, vous pouvez utiliser K9 Mail, qui le fait aussi par défaut. En fait, Thunderbird for Android. Oui, bientôt Thunderbird. Ils l'ont pas encore renommé, mais bientôt. Non, pas encore, mais ça fait déjà plusieurs mois qu'ils en discutent. Je sais pas si un jour ils vont le renommer, en fait. Je sais pas, oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est bizarre, parce qu'il travaille déjà, enfin, le développeur a intégré l'équipe, mais ouais. Ouais. Oh, et puis ça avance bien, moi je l'utilise, je sais pas si vous l'utilisez, vous, sur votre téléphone. C'est mon truc de messagerie par défaut, moi. Bon, bah voilà. Et toi, Steve? Non, t'es pas obligé de dire oui, hein. Avec ton Windows Phone, t'as quoi comme lecteur de mail? Non, mais en fait, je réalise vraiment que je suis certainement peut-être en train d'utiliser des clients de merde qui... Mais tu utilises quoi? Tu utilises quoi? Le client Outlook. Hein. Outlook, d'accord. Donc j'étais pas loin quand je disais Microsoft Phone. Ouais, d'accord. Non, t'as pas tort. C'est limite la honte quand je suis en train de l'avouer ici. Je sens que je vais me faire exploser. Je te jette pas, je te ferai encore un texte où je t'incendierai la prochaine fois, mais. Ouais, non, mais t'inquiète, de toute façon, les auditeurs le font aussi à ta place, t'inquiète pas. Tu sais, il faut assumer ses choix à un moment, Steve. Ouais. En fait, je crois que je fais partie de ces... Et ça, je dois l'avouer, hein, je crois que je fais un peu partie de ces 99% des utilisateurs. En fait, on ne réalise pas, mais même si on a envie effectivement d'avoir le contrôle de nos outils, de nos clients, etc., on subit. Donc fatalement, je vous donne un exemple. C'est vrai qu'effectivement, on devrait passer tous à Thunderbird ou des trucs open source qui en fin de compte, vous facilitent la vie. Je donnais l'exemple des clients mail, mais je sais pas, tu cherches après un client mail dans ton application, dans ton truc, dans ton shop d'application Google, je sais pas, la première chose sur laquelle tu tombes, c'est Outlook.
Ah, mais si c'est populaire, je vais le prendre parce que je le connais sur mon PC. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais l'installer aussi sur mon GSM, enfin sur mon smartphone, pardon. Et donc, tu vois ce que je veux dire? Dans le sens où, en fait, on voudrait, mais on est oui, c'est parce que t'es pas au courant. Oui, parce que t'es pas au courant. C'est du no choice en fait. C'est en fait ouais, c'est un peu comme si on était un peu abruti. Je peux pas te le cacher non plus. Non, mais clairement, attends, quand tu ouvres Android, enfin le Play Store, et tu dis bon voilà, j'aimerais en effet ne pas utiliser Gmail. Donc là déjà t'as fait un premier effort. Tu dis je vais utiliser quel lecteur de mail. Alors c'est vrai que t'en as une pléthore. Et même moi au début quand on me disait tiens essaye K9 Mail, c'était pas encore, on parlait pas encore de l'intégration dans Thunderbird. J'avoue, je me suis posé la question pendant 3 mois si j'étais pas en train de donner accès à mes mails à une société chinoise, tu vois. C'est ça. Non. Et après, il faut reconnaître que il y a 3 ans, K9 Mail, c'était quand même... Ah, c'était hard, ça piquait. Hein. Et voilà, ça piquait. Et à configurer, c'était pas plug and play, quoi. Fallait s'accrocher. Ouais. En fait, c'est ça. Mais aujourd'hui, il y a eu quand même, à ceux qui l'ont testé il y a 3 ans et que je vous invite à le retester aujourd'hui, ça a vachement évolué. Oui. Et, l'interface graphique est devenue plus simple, plus jolie. Et maintenant, vous savez, il faut utiliser K9 Mail sur vos smartphones. Puis, c'est surtout qu'aujourd'hui, vous mettez votre adresse mail, vous mettez votre mot de passe, et derrière, ça se configure automatiquement. Et ça fonctionne aussi bien pour Google que pour Outlook.com, que pour votre messagerie sur Free. Bon, je vais aller pour tout sauf Proton, je crois. pour Proton. Ouais, c'est ça. Proton et Tutanota ou des trucs sécurisés où là il faut passer par l'endroit. Ah, c'est pas sécurisé, c'est de la rétention d'informations, ce qui est pas tout à fait pareil. Ouais, mais c'est parce qu'ils n'ont pas voulu partager leur chiffrage, leur solution de chiffrage. Je les mets dans le même sac que Apple, hein, là-dessus. Ils utilisent une solution, le chiffrement, voilà, qui est une solution standard, mais parce qu'ils veulent pas partager la clé, etc. C'est ça, c'est pas parce que le protocole de chiffrement c'est un standard, une solution standard. Oui. Par contre, en effet, la clé, ils la partagent pas. C'est ça. Donc là, on garde la mamie. Alors après, je me pose la question, c'est non, ça pourra pas marcher avec K9 Mail, parce que ça marche avec Thunderbird où en fait, quand on paye un abonnement, on peut installer un plugin dans Thunderbird qui permet de déchiffrer sa boîte mail. Oh là, ouais, mais le truc bourrin, ouais. Mais sinon, ouais. Bon. Bon, mais en parlant d'adresse mail, justement, Mozilla Monitor Plus, il veut faire quoi, lui ? Ouais. Alors, en fait, tout à l'heure, on vous a donné plein de mauvaises nouvelles avec des données qui avaient fuité un peu partout. En fait... Maintenant, vous pouvez les effacer. Faites le ménage. Mozilla Monitor Plus, c'est la solution que propose Mozilla pour faire un peu de ménage et effacer les données qui auraient été exposées sur Internet. Alors, vous connaissiez peut-être déjà Mozilla Monitor ? Oui. Non. Steve. Ah. En fait, Mozilla Monitor, c'est un service qui est gratuit de Mozilla pour savoir si ses données personnelles, adresse mail, numéro de téléphone, et puis je sais pas quoi d'autre, ont été exposées. D'accord. Et ben donc là, il propose avec le plus, c'est pour dire que c'est payant en fait. Alors c'est pas disponible payant, mais pour l'instant disponible que aux US. C'est pas encore répandu en Europe. Pour permettre donc justement d'aller essayer d'effacer sur le dark web toutes ces données qui sont revendues par les data brokers. Alors après, moi je suis toujours un peu perplexe sur ces solutions-là parce que je me demande quelle est l'efficacité de l'effacement, parce que Internet, on sait bien qu'on a du mal à... Oui, il n'y a rien qui s'efface. Voilà, c'est ça. Déjà, quand on a parlé, quand on a préparé cette émission, je t'ai dit, oui, je connaissais de nom la solution de Mozilla, je dis, tiens, je vais la tester pour voir. Et quand j'ai marqué une de mes adresses mail, je t'ai dit, tiens, c'est bizarre parce que je me suis jamais inscrit sur ce site. Et quand je suis allé sur le site en essayant de dire, tiens, j'ai oublié mon mot de passe, rappelle-toi, je t'ai dit, tiens, il dit que mon compte n'existe pas. Donc, en fait, j'étais complètement paumé. Donc là, ils veulent automatiser l'effacement. Est-ce qu'il y aura beaucoup plus de réussite ? J'en suis pas sûr. Il faut pas croire au Père Noël. Le Père Noël, ça fait longtemps qu'il descend plus par la cheminée. Je suis d'accord avec toi. Donc, avant de dépenser quasiment $9 par mois, réfléchissez bien.
Arrêtez de donner votre adresse mail de partout déjà. Générer des adresses. Une adresse par inscription. Une par adresse inscription. différente. Alors, Mozilla propose un service pour ça. Oui, tu te souviens du nom? J'ai un trou de mémoire. Oui, c'est. Moi aussi, j'ai un trou de mémoire. Relais, pardon. Relais. Firefox Relais. Firefox Relais. D'accord. 5 gratuites, après, il faut payer. Bon, ça coûte combien? $10 au hasard. $10 pour 1000 adresses. Non, de manière illimitée, ouais. Bon, après, si vous avez une adresse $10, Google, avec Google, vous pouvez créer des alias autant que vous voulez. Ouais, sauf que les alias de Google, moi j'ai un petit problème avec ça. Ah. Ouais, parce qu'en fait, derrière, tu rajoutes un signe plus pour faire ton alias. Oui. Et donc, la première partie de ton mail, c'est... ton adresse mail, ton début d'adresse mail. Ton début d'adresse mail. Donc, derrière, il suffit de faire un petit script, t'enlèves tout ce qui est derrière le plus, et puis tu retrouves les adresses mail d'origine. Oui. D'origine. Ouais. Après, vous achetez un nom de domaine, vous me faites pas chier. Alors qu'avec un Firefox Relay où il y a d'autres solutions, vous générez un truc qui a une chaîne de caractères aléatoires, firefoxrelay.org ou je sais pas quoi, et là on peut pas remonter jusqu'à votre adresse mail d'origine. C'est clair. Et puis quand vous êtes trop spammé sur ce truc-là, vous l'effacez et puis c'est reparti. Ah non, une adresse par inscription. Là, en l'occurrence, actuellement, il y a une recrudescence sur les adresses mail qui avaient été que j'avais créées pour Watt, la plateforme de streaming vidéo, qui avait été rachetée par TF1 fut un temps. Ben, je sais pas, cette adresse a priori a été siphonnée. Et là, il y a une recrudescence de spam et de phishing. Tenter de gagner une Tesla, il y avait quoi, les Samsung, il y avait des bons d'achat Leclerc, Lidl, enfin voilà. Plein de bonnes choses, quoi. Voilà, et c'était sur l'adresse que j'avais créée spécialement pour Watt. Très bien, ben merci bien. On va passer tout de suite aux sorties de la semaine. Librement Linux, les sorties de la semaine. Eh ben c'est encore à toi le Tux. Ouais, donc alors je vais pas m'étendre sur les fonctionnalités apportées avec les nouvelles versions dont je vais vous parler. Je vais juste vous citer les logiciels, et ça va être aussi l'occasion de vous parler de logiciels que vous connaissez peut-être pas. Alors cette semaine, première sortie, LibreOffice qui est sorti en version 24.2. Et là, vous allez me dire, mais c'est quoi cette version ? Mais c'est quoi cette version ? Mais dis-moi, c'est quoi cette version ? Enfin, c'est quoi LibreOffice déjà ? Alors, LibreOffice suite bureautique, libre alternatif à Microsoft Office. Et en fait, avec cette nouvelle version, première version de l'année 2024, ils inaugurent une nouvelle forme de numérotation. Et donc, jusqu'à présent, on avait une numérotation 7.4.3, etc. Donc, ils sont passés de 7 à 24. Et là, ils sont passés à 24. Alors, en fait, le 24, ça c'est pour l'année 2024. Et point 2, c'est pas la deuxième version de 2024, non, c'est la version de février 2024. Et ils n'ont pas mis le jour. Non, ils n'ont pas mis le jour. Et après, ils peuvent mettre un petit point, quelque chose, pour les versions mineures qui vont corriger quelques petits bugs par la suite. Alors, en termes de fonctionnalité, pas grand-chose de très transcendant. Maintenant, on a une indication sur quand on veut protéger ces fichiers ODP, ODT, je sais pas quoi, quand on veut les protéger avec un mot de passe, on a une indication sur la robustesse du mot de passe. C'est toujours intéressant, savoir si son mot de passe il est vraiment robuste ou pas. Sinon, dans Writer, on a des commentaires qui peuvent être mis en forme avec des couleurs et trucs comme ça. Est-ce que c'est intéressant ? Je sais pas, moi. Quand je mets un commentaire, je me fous un peu de savoir comment il s'affiche. Par contre, là, ce qui est plus intéressant, c'est dans le calque. En fait, quand on sélectionne une cellule, maintenant, on a une sélection de la colonne et de la ligne. Comme ça, on voit tous les éléments surlignés. C'est un petit plus, je trouve. Ouais, un confort visuel.
Ouais, un petit confort visuel qui est assez intéressant, la mise en surbrillance des colonnes et des lignes. Voilà, et puis bon, d'autres petites nouveautés que vous pourrez consulter dans les release notes ou sur le lien qu'on vous mettra dans la description de l'épisode. Alors, le même jour que LibreOffice, une autre suite bureautique libre alternative à Microsoft Office, qui s'appelle OnlyOffice, est sortie en version 8.0. Bon, bah, pas grand chose à en dire 2008, dessus. lui. Non, ils ont toujours une numérotation à l'ancienne. Ça me rappelle, où tu on sais, les écrit- numérotations à l'époque quand Windows 98 était sorti et tous les logiciels s'appelaient machin 98. Oui. Ouais, c'est vrai. Alors par contre, moi, il y a un truc qui m'agace fortement, parce que là, on est passé de la version 7.4, je crois, ou 7.5, peu importe, à la version 8. Alors généralement, quand on Ah, c'est ça qui changeait le t'agace. numéro- C'est passé de la 7.5 à la 8. Non, mais généralement, quand on changeait le premier numéro, Majeur, ça veut ouais, dire que c'est une mise à c'était jour majeure, normalement. Une mise à jour majeure avec plein de nouvelles fonctionnalités. Et là, c'est quoi la plus grosse fonctionnalité mise à jour? La plus grosse fonctionnalité, formulaire PDF qui s'enrichit de quelques fonctionnalités supplémentaires. Super. Voilà. Donc quoi. Ça a pu, les numéros de version n'indiquent plus rien aujourd'hui. Bon, c'est pour ça peut-être passer à l'année et au mois, c'est voilà. pas plus mal. Ouais. Sinon, sortie qui passe, on vous en parle souvent et tout ça, c'est un gestionnaire de mots de passe. Il est passé en version 2.56 avec pas non plus des fonctionnalités Transcendantes. plusieurs corrections de petits bugs, de petits aménagements, etc. Alors, je ne sais pas si vous connaissez un logiciel qui est formidable, qui s'appelle PZip. Si, et je m'en sers. Donc c'est quoi PZip? PZip, c'est un gestionnaire de fichiers compressés, d'archives, compressées, parce qu'un fichier qui contient plein de trucs, ça s'appelle une archive. Voilà. Compressé, ça peut gérer aussi bien les zips avec mots de passe, les tars, les rares, enfin tout ce que vous voulez. Et c'est en interface graphique dans votre bureau Linux. Ouais. Alors le PZip, il est pour ceux qui, comme Steve, sont encore sous Windows, il existe aussi sous Windows. C'est cool. Oh, génial. Et sur Windows Phone aussi. Et moi, il y a une fonctionnalité de PZip que j'adore, c'est le convert. Ah, je connaissais pas Parce que ça. moi, la fonctionnalité convert, en fait, moi je l'utilise parce qu'on récupère souvent des archives rares. Ouais. Et les archives rares, il faut savoir que rare, autant la décompression est gratuite. est gratuite, mais la compression, c'est sous licence. Oui. Et il faut acheter comme ça. Et donc, en fait, moi, je fais la chasse aux rares et je les convertis En zip en en 7-zip. zip ou en 7-zip. Ouais, Ouais, 7-zip. ou en 7-zip. Et donc là, lui, je prends tous mes fichiers rares. Je lui dis tu me les convertis, je choisis le zip ou le 7-zip, et lui il me les convertit en lot. C'est marrant parce que je te rappelle que sous Linux, c'est plutôt du tar-gz qu'on fait. Ouais, mais tar-gz, c'est t'as l'archive et t'as la compression. Oui, t'as les deux, exactement. Le tar, Voilà. c'est l'archive et le gz, c'est la compression. C'est ça. Donc voilà, pour ceux qui ne connaissaient pas, PZip, il vient de sortir en version 9.7.0. D'accord. Bon, je suis toujours à 9.6 sur Fedora et c'est vrai que je m'en sers parce qu'en ligne de commande, c'est très compliqué de gérer les multi-archives quand on télécharge un gros truc qui est en multi-archive. C'est très chiant de le gérer en ligne de commande. Donc c'est vrai que PZip me permet de répondre à cette problématique. Ouais, et puis moi sous Linux, je dois reconnaître que tous les gestionnaires d'archives inclus dans vos distributions favorites, ils sont un peu à chier quand même. Et donc PZip, voilà, c'est disponible en Flatpak si c'est pas disponible sur vos dépôts. Très bien. Autre logiciel qui mérite à être connu, c'est Handbrake. Oui, Et je connais là- très bien. Avec Kenny Reeves et Patrick Swayze d'ailleurs. C'est ça. Ça se passe dans un bus, hein. Handbrake, c'est un logiciel qui permet de transcoder des vidéos de n'importe quel format vers n'importe quel format. Ou même des DVD. Ouais, mais un DVD c'est une vidéo en soi. Oui, mais c'est vrai que moi quand j'entends C'est- vidéo, c'est fichier vidéo que DVD, voilà. Non, c'est DVD, Blu-ray,
je sais pas ce qui existe encore comme support physique en vidéo. Netflix, non, pas les cassettes. Pas les cassettes. Ah non, oui, d'accord. Donc c'est assez simple d'utilisation, ça a des presets déjà préparamétrés pour ceux qui n'y connaissent rien, et ils ont juste à choisir le périphérique sur lequel ça doit être lu, et là ça donc ça sera optimisé, la vidéo sera optimisée pour ce périphérique. Voilà, et donc Handbrake, d'ailleurs j'adore l'icône, c'est un bel ananas. Ouais. Je sais pas pourquoi ils ont choisi l'ananas, mais en tout cas l'icône elle est sympa. Donc Handbrake est sorti en version 1.7.3. Et qu'est-ce qu'elle apporte, tu sais? Pardon? Tu sais ce qu'elle apporte comme nouveauté? Oui, des corrections de bugs. D'accord, très bien. Vas-y, Steve, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, mais moi j'avais une question par rapport à Handbrake, parce que c'est vrai que moi je le connais de réputation et je l'utilise certainement pas assez souvent pour pouvoir en tout cas répondre à cette question. C'est pour ça que je vous la pose à vous. J'ai une grande collection de DVD, mais vous savez, les premiers DVD où on vantait les mérites de dire ouais, c'est du multi-angle, c'est-à-dire que vous pouvez voir la même scène mais d'un angle différent, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, c'est possible. Ouais. Oui, je vois, ouais. Ouais. Et bien moi j'ai une collection de DVD comme ça. C'est possible. Et ma question, c'est de savoir, est-ce que vous pensez que Handbrake pourra carrément s'occuper de la multi-angle position? Alors, ouais, il te fera pas un fichier par contre où tu pourras switcher sur tes caméras. Il te fera autant de fichiers que t'as d'angles. De toute façon, c'est ça chiant. sur le DVD. De toute façon, sur le DVD, c'est ça. De toute façon, c'est comme le multipiste en fait. Quand t'as anglais, français, allemand, espagnol, etc. C'est vrai aussi. Ça te fait autant de fichiers. Alors, en fait, il faut séparer le MKV ou le AVI qui est en fait le conteneur, et à l'intérieur, tu vas avoir une multi. En fait, c'est une archive le conteneur. On peut traduire par ça. Et à l'intérieur, tu auras en effet des pistes audio, des pistes vidéo, des pistes sous-titres, des images fixes, etc. Et donc, si tu as du multi-angle, donc si, imaginons, tu as 7 caméras, et ben en fait, dans ton conteneur, tu auras 7 pistes vidéo. Bon, bah écoute, Rocco Siffredi, je vais préparer 7 vidéos différentes pour ces films alors. Hein. Allez, merci, je suis rassuré, j'ai les réponses à mes questions. Et je sais qu'il y avait un DVD où j'avais du multi-angle sur 30 secondes. En fait, c'était le générique qu'ils avaient traduit en plusieurs langues. Et rien que pour le générique, d'un seul coup, j'avais 7 ou 8 pistes de vidéos qui s'étaient créées. Alors moi, j'apporte une petite précision. Si t'es en Blu-ray multi-angle avec les DRM, Handbrake, il pourra pas grand-chose pour toi là. Parce qu'il fait pas sauter les DRM. C'est vrai? Non, alors non, Handbrake n'intègre pas les DRM, c'est ton système d'exploitation qui doit avoir. En fait, si tu arrives à lire un DVD sur ton système d'exploitation, Handbrake pourra le lire. Si tu n'y arrives pas sur ton système d'exploitation, Handbrake ne le fera pas parce qu'il n'intègre pas les DRM. Voilà. C'est quoi alors le concurrent qui justement fait péter les DRM, qui n'est pas Handbrake? On en a parlé il y a pas longtemps. MKV. Make MKV, voilà, Make MKV. Ça m'étonnerait qu'ils intègrent les DRM parce que là ils auraient des problèmes de. Ils auraient la justice au pied. Mais ce logiciel il est très difficilement trouvable aujourd'hui. Pour sous Linux, en fait, c'est la librairie qui s'appelle libcsv. Non, CSS, je crois. CSS. Non, c'est AAC+. Non, ça c'est l'audio, ça. Non, c'est la DRM, c'est les DRM. Non, c'est lib. C'est libav. Non, c'est libav, je sais pas trop bien quoi, non? Attendez, je vais vous le sortir tout de suite. Alors, en tout cas, sur Linux, il faut télécharger cette bibliothèque. En fait, quand vous installez Vidéolan, si c'est libdvd CSS, voilà, je cherchais le nom. C'est libdvd CSS, et donc cette bibliothèque doit être déployée sur ton système. Et généralement, elle est déployée quand tu as un lecteur de DVD, justement. Ouais. Alors ça, c'est pour les DVD, mais pour les Blu-ray. Je vous dis, il y a 3 bibliothèques installées pour que ça prenne en charge le décodage, et après il y a un fichier à télécharger et à réactualiser régulièrement qui contient toutes les clés de décryptage. C'est ça, exactement. D'ailleurs, si pour ceux qui sont intéressés par la question, il y a un petit article sur un site qui est pas très connu qui s'appelle numetopia.fr qui vous dit comment lire les Blu-ray sous Linux. Et je me suis fait ban de 15 jours à cause d'une vidéo que j'avais créée par rapport à ça sur YouTube. mais en plus, derrière, c'est tout à fait légal, parce que les clés, elles sont fournies aujourd'hui par les studios
qui les intègre dans ce fichier-là. Donc il n'y a pas d'illégalité à installer ces trucs-là. On fait pas du craquage de protection. Oui, c'est des clés officielles. Oui, on est d'accord. C'est des clés officielles et les clés, elles sont fournies par les studios ou les concepteurs de Blu-ray. Oui. Et donc, je retrouve... Mais dans le cadre d'une lecture de vidéo, pas de ripage de vidéo. Ah non, c'est pas pour ripper. Après, on a le droit à la copie privée. Donc, normalement, oui. Oui, comme le droit à la citation, comme... Et donc, en fait, donc il y a... Je vous disais, il y a la lib AACS0, lib BD plus 0 et lib BDJ. Alors le BDJ en fait c'est facultatif, c'est pour lire les Blu-ray avec des animations un peu farfelues qui sont en Java. Donc ça c'est pour pouvoir décoder les protections, les DRM des Blu-ray. Et après il y a la lib Blu-ray 2 qui permet de lire les Blu-ray tout simplement sous Linux. Et pour les VHS, c'est Macrovision, voilà. C'est ça. Et associé à ça, vous avez un site qui s'appelle Ah non, je pensais que tu allais parler de FanView qui est effectivement ce fameux truc où tu retrouves la grosse base de données case.db. Et en fait, voilà, c'est case.db.cfg qu'il faut mettre dans un fichier qui s'appelle AACS. C'est ça. Dans votre dossier personnel. Ouais. C'était pas dans le dossier config. Comment on pouvait avoir les clés gratuitement? Et le fichier, le bdplaced.net, en fait, ont les clés. Alors, il y a toujours un délai, hein. C'est-à-dire que si vous achetez un Blu-ray qui vient de sortir avec plein de protections, il faut attendre quelques semaines avant que sa clé soit intégrée dans la base. C'est ennuyeux tout ça. Je comprends pas pourquoi. Ouais, bon, bref. C'est si simple. Ouais. Bon, très bien. Vive les DRM. Ouais, vive les DRM, tout à fait. Par contre, moi, j'avais utilisé une autre technique pour faire sauter ces fameux DRM à l'époque, et d'ailleurs, je l'utilise encore maintenant parce que, fatalement, moi, j'ai énormément de Blu-ray, mais j'ai pas de lecteur Blu-ray de salon à proprement parler. Moi, j'ai juste effectivement. Tu utilises la passoire? Non, pas ça. Non, en fait, moi, j'utilise comme tout le monde un Raspberry branché sur un Kodi, et puis en fait, un lecteur Blu-ray connecté en externe, tu vois. Donc en fait, j'avais fait un petit bitouillage, ce qui m'a valu effectivement d'être banni pendant 15 jours par YouTube pour avoir présenté une vidéo plus ou moins. Ouais. Voilà. Et en fait, le but du jeu, c'était d'aller chercher effectivement, parce que Make MKV ne fait pas que uniquement effectivement cette fameuse application qui te permet de ripper tes films, il te propose aussi en fait un firmware que tu injectes dans ton lecteur, et donc résultat des courses, ce lecteur est complètement free au niveau des DRM, et donc tu peux regarder ça librement sans avoir à contourner, ou en tout cas ajouter KissDB, etc. Oui, mais le problème, c'est que c'est comme ça que tu réalises que un simple lecteur Blu-ray de simple facture, donc c'est-à-dire, vous savez, les Blu-ray que l'on retrouve dans les lecteurs de PC, etc., finalement, en injectant le firmware adéquat, ça devient un lecteur 4K UHD. Et je vous raconte pas de bêtises parce que c'est ce que j'ai fait exactement. Donc je me suis acheté en fait un lecteur Blu-ray, tout ce qui est plus traditionnel, et puis voilà quoi. Voilà. Ouais, moi sur le lecteur Blu-ray, je l'ai pas craqué de firmware, mais je l'avais fait à l'époque des DVD. Parce que pareil, dans les DVD, la protection était encore plus simple à craquer, mais il y avait déjà aussi, on pouvait flasher son firmware de son lecteur graveur de DVD pour pouvoir copier sans aucune restriction un DVD et le ripper sur son disque par exemple. Ouais, voilà quoi. Voilà. Tout ça pour mater des films de cul sans se faire chier. Ouais, j'avoue. Ouais. Chacun ses petits plaisirs. Hein. Non, mais je sais plus, la dernière fois, je sais plus qui dans le salon Matrix nous disait que lui, il aimait bien encore les supports physiques et que le streaming, ça le faisait chier. C'est vrai. Je rejoins son avis. Il a tout à fait raison. On aime bien conserver, parce que si un jour Netflix n'existe plus, comment on pourra relire les... Non, mais je me suis fait une sauvegarde en local. Oups, pardon, excusez-moi. Bon, on va passer à un site parce que c'est en train de déraper. Je vais une fois de plus zapper la météo sécurité. Elle est intéressante. Quoi. Oh non, mais moi je suis venu rien que pour ça. Bon allez, je me casse. Allez, salut tout le monde. Elle était intéressante, mais non, on va déraper. On pourra pas faire le dossier que j'aimerais bien qu'on parle des antivirus sous Linux. C'est parti. Allez. Librement Linux.
Le dossier. Et le dossier, aujourd'hui, on va parler des antivirus sous Linux. Et oui, c'est important de se protéger. Ouais, c'est important de se protéger, mais je pense que ça va être rapide en plus. Mais grille pas la fin. Non, mais j'ai rien dit. Alors, en effet, j'espère que voilà, vous avez trouvé, j'espère, les références que je vous ai demandé, l'antivirus qu'il fallait installer sous Linux. Moi aussi, j'ai cherché des références parce que c'est vrai que j'avais pas installé d'antivirus. J'ai fait mince le boulet, mais comment je vais faire? Alors, c'est vrai qu'il y a la légende qui dit que Linux est super sécurisé, donc il n'y a pas besoin d'antivirus. Alors, non, c'est pas le bon argument. Voilà, faut jamais dire qu'un système est super sécurisé. La preuve, c'est que dans toutes tes métaux de la semaine qu'on fait systématiquement, tu nous en parles. Ben voilà, c'est ça, dans les métaux, faille de sécurité, ils mettent à jour les logiciels. Donc oui, vous voyez bien que c'est pas si sécurisé que ça. Ah, donc il faut quand même un antivirus. Alors, déjà, on va remettre l'église au milieu du village. C'est quoi un antivirus? Vous avez une idée, les gars? Non, pas du tout. Non? Steve? Non. Sous Windows, il te sert à quoi l'antivirus? Mis à part dire que la base de données est à jour. En vérité, c'est vrai que sous Windows, ça a bloqué. Ah ouais, c'est ça. À part te dire, attention, nous avons détecté quelque chose de suspicieux. Juste parce qu'en fin de compte, il n'est pas dans leur base de données, ou en tout cas pas dans leur shop. Voilà, quoi, tu vois. Donc, très sincèrement, je sais pas à quoi ça sert un antivirus de nos jours. D'accord. Aujourd'hui, je sais pas. Alors, je parle bien d'antivirus et pas de suite sécurité ou de machin sécurité. Non, je parle bien de l'antivirus. Et l'antivirus, lui, il sert simplement à scanner d'une part, à analyser les fichiers, mais les fichiers qui sont sur le disque dur, qui sont en mémoire et qui transitent en écriture et en lecture. Donc déjà, quand on vérifie tout ça, on a une bonne protection au niveau des fichiers. En fait, l'antivirus va s'assurer qu'il n'y ait pas de malware, de programme malveillant qui est en train de transiter par votre PC ou qui est en train de s'exécuter dans votre PC. En mémoire, c'est pour vérifier s'il s'exécute. Sur le disque dur, c'est pour vérifier si vous n'êtes pas en train de couver un virus. Et en entrée-sortie, est-ce que vous n'êtes pas en train de lire une partie qui serait malveillante? Donc c'est ça un antivirus. Donc si sous Windows, en effet, ça existe, mais le problème, quelle est la différence entre Linux et Windows? En fait, ce sont les droits d'accès et d'exécution. Quand vous exécutez un programme sous Linux aujourd'hui, vous faites clic sur une icône et tout va bien, il s'exécute. Sauf si c'est un programme qui est un peu plus costaud, du genre un programme qui va essayer de modifier des choses sur le disque dur, etc. Là, ça va vous demander un mot de passe et généralement c'est le mot de passe administrateur. Donc si vous n'avez pas le mot de passe administrateur, vous pourrez pas exécuter ce programme. Sous Windows, ça n'existait pas jusqu'à il y a 5 ans. Maintenant, ça y est, ils ont commencé à mettre un système de sécurité. Quoique les gens, ça les emmerde, donc tout le monde le désactive. Mais sous Linux, on peut pas le désactiver, c'est pas possible. Donc c'est pour ça que... oui. D'ailleurs, pardon, je t'interromps. Non, je t'en prie. Dans Windows 11 24 2 ou je sais pas combien, celle qui va sortir bientôt, il y a sudo qui va apparaître dans Windows. Ah oui, j'ai vu passer ça tout à l'heure. Mais non, oui. Pardon, je t'ai interrompu. On en reparlera ultérieurement. On parlait de sécurité, de trucs de droit Windows, d'accès, que tout le monde désactive et tout ça. Mais le sudo qui arrive sous Windows, c'est formidable. Mais donc au niveau de l'antivirus, ça sert à rien dans la mesure où si vous exécutez des programmes assez agressifs pour le système, ça vous demandera avant un mot de passe. Et généralement, si vous êtes bien constitué et si vous savez pas ce que fait trop ce programme, déjà vous cliquez pas dessus. Et si vous cliquez dessus et que ça vous demande le mot de passe, ça devrait vous mettre la puce à l'oreille. Attends, mais moi j'attendais pas à ce qu'il modifie un truc dans le système. Donc voilà, généralement. C'est ce qu'on appelle de la containerisation, c'est-à-dire on isole les process, on isole les fichiers pour éviter de compromettre le système s'il y a quelque chose qui se passe mal. Si quelque chose se passe mal, ce sera uniquement dans votre session, ce sera uniquement dans vos fichiers. Donc j'ai envie de dire le mal est assez bordé. Par contre, il existe quand même des antivirus sous Linux, parce qu'il y a quand même des fichiers qui transitent. Et ils transitent par quoi? Par la boîte mail. Si vous faites un share, donc un espace de partage de fichiers sur votre ordinateur, des systèmes Windows peuvent également stocker des fichiers. Et là, il est intéressant d'utiliser un antivirus qui va scanner les fichiers pour savoir si en effet il n'y a pas du code malveillant et que votre machine ne serve pas à propager ce code malveillant.
Est-ce que vous connaissez des références sous Linux au niveau antivirus? Ouais, une seule, ClamAV. ClamAV, c'est vrai. Exactement. Et je pense que, alors, je crois qu'il y en a deux, trois autres. Il y a Sophos de mémoire, Sophos pour Linux, et il y avait également Node 32. J'avoue, je les ai jamais utilisés parce que je crois qu'en plus ils étaient soumis à licence. Il y avait un truc comme ça. Mais en effet, ils sont payants. L'antivirus gratuit qui existe, c'est ClamAV. Et ceux qui font un petit peu de messagerie, qui gèrent une boîte mail, etc., sous Linux, généralement, il y a un module pour la messagerie qui permet de scanner les pièces jointes. Et ouais, c'est ClamAV. C'est un antivirus comme les autres, il fait son job, il détecte les virus. C'est vrai qu'il y a beaucoup moins de transmission de virus par mail. Et la preuve, ça a marché, c'est que toutes les boîtes mail jusqu'à présent étaient gérées par des systèmes Linux avec ClamAV. Donc c'est que ça a été drôlement efficace. Ouais, ClamAV. Alors après, si vous avez un desktop, si vous avez un ordinateur et que vous voulez absolument un antivirus, installez ClamAV puis lancez votre scan journalier si vous voulez. Voilà. Si ça vous fait plaisir. Mais non, de base, il n'y a pas besoin d'antivirus. Vous êtes d'accord avec moi, les gars, ou pas? Moi, je suis entièrement d'accord. Mais c'est vrai que c'est une question qu'on me pose souvent. Qu'est-ce que je dois mettre comme antivirus sous Linux? Donc maintenant, je les inviterai à nous écouter dans Librement Linux, épisode 15 de la saison 2. C'est ça. Et ils auront la réponse. C'est ça, exactement. Pas besoin d'antivirus. Pas besoin. De toute façon, on vous donnera pas le mot de passe administrateur, donc vous pourrez pas exécuter des programmes qui modifient l'ordinateur. Tu t'aurais su répondre à cette question, Steve, ou pas? Pour être honnête avec toi, je pense pas. En fait, je veux dire par là que moi, je ne réalise pas du tout, effectivement, qu'on est sujet à être exposé à un risque potentiel sous Linux. Pour moi, j'ai vraiment le sentiment qu'en fait, on est totalement safe quand on y va. Donc, risque des courses, quand effectivement, on dit, ouais, éventuellement, mettez un ClamAV, etc. Ouais, je le prends aussi avec la rigolade, parce que très sincèrement, non. Moi, je vois pas du tout l'intérêt, effectivement, de devoir se prémunir ou de se protéger de quoi que ce soit. Je le trouve tellement safe. Donc, si maintenant quelqu'un venait à me poser la question, est-ce qu'il faut mettre un antivirus sur Linux? Ma première réaction serait été avec un petit doute à 60% de dire, bah non. Non, pas vraiment. Tu vois ce que je veux dire? Mais oui, enfin, après, plus la popularité du système gagnera du terrain et peut-être plus on sera éventuellement exposé aussi à des risques potentiels supplémentaires. Donc, wait and see peut-être pour la suite, quoi. Oui, après en effet, alors après, c'est pas l'antivirus qui... Oui. Ah, excuse-moi, je te parlais par-dessus. Pardon. Vas-y. Oui, pardon. Les gens qui posent la question, ce sont des gens qui viennent de Windows et qui, eux, veulent aussi utiliser Linux comme Windows. C'est-à-dire que plutôt que d'utiliser leur utilisateur avec des simples droits, ils vont se mettre en route, par exemple. Oui. Voilà. Derrière, c'est une méconnaissance de l'utilisation de Linux. On n'a pas besoin d'être root pour d'aller sur Internet ou de lancer sa suite bureautique. D'ailleurs, sous Windows, c'est pareil. On n'a pas besoin d'être administrateur pour travailler. Oui, mais c'est tellement chiant de taper un mot de passe quand tu veux exécuter un programme, enfin, installer un programme. Non, je plaisante, évidemment. Et justement, si vous installez des Flatpak, vous n'avez même pas besoin d'un compte administrateur. Oui, c'est encore plus containerisé en plus, oui. Voilà. C'est ça. Et d'ailleurs, vous l'installez, n'importe quel utilisateur avec des droits d'utilisateur basiques peut installer un Flatpak sans rentrer de mot de passe, contrairement aux paquets qui viennent de vos dépôts ou l'alternative au Flatpak qu'on ne nommera pas ici. Flatpak, c'est aussi un des gros avantages, c'est pour ça que moi je pousse beaucoup à l'utilisation des Flatpak, c'est qu'on peut installer tout et n'importe quoi sans mettre en péril le système. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ok. Bon, voilà, c'était un dossier rapide, là. Ouais. la sélection a été vite faite. Après, faites attention à ce que vous exécutez. Voilà, c'est vrai, vous avez un nouveau système, vous voulez tester plein de choses, on peut faire plein de choses, etc. Mais non. Comme dit Soudou, un grand compte, c'est des grandes responsabilités. Voilà. Donc, si vous voulez pas avoir de grandes responsabilités, vous tapez pas le mot de passe administrateur. Et pour ceux qui connaissent, qui maîtrisent un peu plus Linux, faites un tour dans votre home et vérifiez si vous n'avez pas dans votre home des fichiers avec
comme utilisateur ou groupe root, parce que c'est arrivé chez certains utilisateurs, et c'est une aberration. Dans le home de certains utilisateurs, donc dans leur dossier personnel, le propriétaire de certains fichiers était root, ce qui est une aberration. Normalement, dans votre dossier, le propriétaire, c'est vous et c'est personne d'autre, et même pas root, même si root est Dieu, n'a rien à faire dans vos dossiers. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a certains programmes qui ont été exécutés avec les droits root dans le dossier de l'utilisateur. Et là, c'est une catastrophe. Il faut surtout pas faire ça. Voilà. Ah ouais. Oui, parce que certains prennent l'habitude, quand ils veulent lancer un programme en ligne de commande, ils commencent par sudo. Non, c'est une très mauvaise habitude. Moi, je sais pas ce que font certains programmes, hein, et ils ont pas accès à sudo. Sudo qui veut dire exécuter en tant qu'admin. Donc non, sudo c'est interdit pour eux. Voilà. Très bien. Eh ben c'est ici que se termine ce numéro de Librement Linux. Bon. Ouais. Si tu veux. Ouais, je cherchais le tapis musical depuis tout à l'heure, je l'ai. Ah, c'est pour ça tout le comblage qu'on faisait depuis 10 minutes à parler d'antivirus, c'est que tu trouvais pas le tapis. C'est ça, j'étais en train de le télécharger. Joli. Ah, c'était beau. Ah, je l'avais pas senti venir celle-là. Parce que pour dire tout de suite qu'un antivirus n'était pas essentiel sous Linux, on aurait pu aller plus vite. Hein. Ah oui, c'est vrai. C'est ça, quoi. c'est vrai. Prochain dossier, on verra. On verra ce qu'on traitera. Et on a plein d'idées. Peut-être des distributions, peut-être des programmes, on verra. Ouais, mais bon, vu ce que nous a dit Steve au début, parler de distribution, je suis pas sûr, on risque de se prendre des œufs dans la figure. Hein. C'est ça, quoi. Surtout si on parle pas de Xubuntu ou de Kali ou de trucs comme ça, tu vois. C'est celle qui traîne dans le fond du top 100 de DistroWatch, là, tu vois, je sais pas comment ça s'appelle. Tu vois. D'ailleurs, il paraît qu'il y a une nouvelle image de Windows en portable app, c'est ça? Allez, en live CD, pardon. Je me tais. Si vous avez des idées, chers auditeurs, sur un dossier que vous voulez qu'on traite, n'hésitez pas sur le salon Matrix, Parlons Linux podcast. Vous nous dites, j'aimerais que vous parliez de ça, ou est-ce que vous avez une idée de ça, etc. Donc n'hésitez pas. Moi, j'ai aussi un message pour les auditeurs. Quels sont les podcasts francophones qui parlent de Linux, par exemple? C'est une question, ça, que vous pouvez nous poser. Moi, je dirais aux auditeurs, puisque vous voulez du vocal dans notre salon Matrix, n'hésitez pas à déposer un petit message que Steve se fera le plaisir de sélectionner et de nous passer à l'antenne. Ouais, surtout, oui, et pas vos petits messages personnels d'amour et tout ça, parce que vous êtes complètement red dingue de ma voix. J'en ai marre, je veux dire. D'un autre côté, on approche de la Saint-Valentin. Ouais, il faut recommencer. Alors pour info, oui, j'ai activé un salon vocal sur le Librement Linux podcast, parce qu'en effet, ceux qui étaient sur le salon ne pouvaient pas activer ce truc. Alors ça s'appuie sur Jitsi, donc ne vous étonnez pas. Et il y a un poditeur qui nous a dit oui, mais il existe autre chose qui s'appelle Call Element, c'est ça, et qui s'appuierait pas sur Jitsi. Mais en fait, c'est une solution qui est complètement décorrélée de Matrix, donc c'est pas. Ça s'appuie sur le protocole Matrix, mais c'est pas intégré dans les clients Matrix pour pouvoir discuter directement dedans, pour l'instant en tout cas. Voilà. Bon, en tout cas, voilà, il y a un salon audio qui a été installé, enfin déployé, et qui est en superposition du salon, donc n'hésitez pas si vous voulez échanger. N'espérez pas de retrouver ni Steve, ni le Tux masqué, ni moi-même sur ce salon. Parce que, comment dire, nos emplois du temps sont un peu chargés, et mis à part le dimanche qu'on enregistre, on a du mal à vaquer au podcast Librement Linux. Mais bon, on essaye voilà, on fait trop de choses en même temps. Voilà, c'est bon, bref. Bon, ce podcast a été diffusé sous les conditions Creative Commons et non et non CC. Et non CC 4.0 international, excepté les extraits musicaux, les bandes son externes et les œuvres sonores non produites par l'équipe de Librement Linux. Le générique, les virgules, tout ça ont été faits sur la base de la musique faite par Enrique de Wavebeats Music. Voilà. Puis je vous donne rendez-vous au prochain numéro. À bientôt les gars. Bye bye. Salut les loulous. À bientôt.
Allez, vas-y, demande-lui, je vais les récupérer. Bah, t'as qu'à lui demander toi-même, après tout. Non, mais allez. Ok. Bon, en fait, Cédric, c'est Gère. En fait, il y a Maurice qui aimerait bien récupérer ces bons vieux DVD avec Jenna Jameson, si vous voyez ce que je veux dire. Parce qu'il pense que... Ouais, ils avaient fini avec Handbrakes. Donc maintenant, je vais récupérer mes films. Merci. C'est pas moi qui les ai. Pas moi non plus. Ils sont perdus dans les courriers, je pense. Tu m'étonnes, tu as comme par hasard. Ah, parce que c'est des trucs collecteurs, vous voulez garder pour vous. Bien joué, les gars.